C'est vendredi et c'est l'heure de Friday Night Sports Machine. Nous allons faire la revue de la semaine, comme à chaque semaine, une revue sportive plutôt explosive. Nous allons maintenant parler par voie téléphonique, sans plus tarder, à notre collaborateur. C'est un ex-joueur des Flyers et un ex-joueur des Capitals, donc un homme de hockey qui s'y connaît. Bonjour Robert Sirois. Bonjour Steve, ça va bien? Ça va bien toi Robert? Très très bien, très très bien. J'ai ma couverte sur moi, il fait froid. Je suis dans le nord, hein? Bon, ben ça veut dire que tu es dehors. Non, mais j'ai un condo à Saint-Adèle et puis j'ai une terrasse toute couverte. Et puis je suis sur la terrasse présentement, prendre de l'air un peu là. Ah ben ça c'est bien, c'est bon pour la santé. Robert, la dernière fois que nous nous sommes parlé à ta présence à Friday Night Sports Machine, je crois il y a 2 semaines, on parlait du Canadien comme d'une équipe où on se demandait si on était pour perdre un match en temps régulier, mais la situation a bien changé. J'aimerais avoir ton appréciation de ce qui se passe avec le club de hockey canadien, spécialement sur le match d'hier contre Edmonton. Bon, avec le recul, ce qu'on parlait il y a 2 semaines, je pense que le Canadien était prêt à débuter la saison. Il avait joué à ce moment-là contre Toronto, les Oilers, 3 matchs, Vancouver. Ces 2 dernières équipes-là ne semblaient pas prêtes. Mais là, c'est une autre réalité, c'est une toute autre réalité. Si on regarde le match d'hier soir, la vitesse d'exécution et le coup de patin des Oilers, le Canadien n'avait aucun rapport avec eux. Alors, est-ce que c'est une mauvaise passe depuis quelques matchs? Je ne le sais pas, mais je commence à être inquiet pour eux. Est-ce que tu penses que c'est le temps, comme on entend sur les tribunes téléphoniques, le temps de peser sur le bouton de panique, ou tu penses que ça va se replacer peut-être même samedi contre Toronto? Écoute, moi, je leur donne 2 autres semaines. On s'est parlé de 2 semaines, c'était une toute autre. C'était une équipe qui perdrait peut-être pas un match. Là, écoute, c'est une autre saison. Reparlons-nous dans 2 semaines, puis là, on va avoir une vraie idée quelle équipe le Canadien de Montréal a. C'est les 4 premières équipes qui font les séries éliminatoires. Ils vont se battre pour la 4e, je pense, avec ce que j'ai vu là. Ils se battront certainement pas de la première ni la 2e position. Alors, je pense que ça va être 3, 4, 5. Et d'après ce qu'on a vu les 2 dernières semaines. Là. Alors, attendons de voir dans 2 autres semaines, mais le match contre Toronto est très important samedi. As-tu l'impression que, pardon, c'est plus un problème de cohésion, de transition, disons peut-être entre les défenseurs et les attaquants? C'est quoi le problème avec le Canadien présentement qui vient d'encaisser une 3e défaite en 4 parties? On dirait qu'il manque de vitesse d'exécution. Je ne sais pas si en début de saison, il était... souvent, tu as des équipes canadiennes nous ont montré ça à plusieurs reprises, des débuts de saison très forts dans les 10 premiers matchs. Puis ensuite, ça tombe de haut. Alors, est-ce que c'est encore la même chose qui se produit? L'avenir va nous le dire, mais l'avenir, pas dans 5 mois, dans 4 mois, l'avenir des 2 prochaines semaines est très important pour leur position au classement. Es-tu confiant pour le match de samedi contre Toronto? Le match de samedi contre Toronto, je ne suis pas bon dans les prévisions, mais il faut qu'il se présente parce qu'on est certain d'une chose, Toronto se présente depuis le premier match de l'année. Oui, c'est exactement ça. Puis c'est surprenant parce qu'on voyait Toronto comme une équipe un peu comme Edmonton qui aurait des difficultés en défensive et on se rend compte que ces équipes jouent avec de plus en plus de cohésion. Robert? Oui? Edmonton, là, le club d'Edmonton qu'on a vu au début de la saison, le club qu'on a vu hier soir, mais qu'on voit depuis longtemps, là, sont rendus au même nombre de victoires que le Canadien. Et puis, il ne faut pas que tu oublies qu'ils ont perdu 3 contre le Canadien. Alors, je pense que ça va nous donner une bonne idée samedi là, de quel genre d'équipe que le Canadien de Montréal a. Là. Je pense qu'il y en a qui pensent que ils l'ont échappé, l'autre avant, un bon gardien de but, de l'autre côté, un ci, un ça. Ben là, samedi, c'est un match qui va nous donner vraiment là, une assez bonne idée de quel genre d'équipe on va
victoires cette année. Une équipe qui va jouer, va être très très forte pendant 5-6 matchs, puis après ça, vont en perdre 3, 4, 5. Ça ressemble à ce qu'ils ont eu, ce qu'ils nous ont présenté depuis des décennies. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Robert. Ma dernière question, toi, tu as joué pour des bonnes et des moins bonnes équipes de hockey. Tu es conscient que ça prend du leadership dans le vestiaire. Tu as regardé le Super Bowl, ça c'est bien certain, dimanche. Jusqu'à quel point on doit avoir un leader du type de Tom Brady si on veut aspirer à un championnat quelconque? Écoute, j'ai joué pour ce que je pense c'était le meilleur capitaine des années 70, Bobby Clark. Et puis, avec ça prend un leader, quelqu'un que tous les joueurs s'identifient à ses paroles, mais encore plus à ses actions. Alors, Bobby Clark, c'est pas un bonhomme qui parlait beaucoup dans le vestiaire, pas un bonhomme qui parlait beaucoup dans les réunions d'équipe, mais ses actions sur la patinoire, tous les joueurs le suivaient. Alors, un leader, si t'as pas un gros leader, ben, t'as pas une grosse équipe. Puis à Montréal, je me demande qui est le leader. Alors, j'aime ta réponse, puis justement, tu as répondu, je voulais te demander de faire un commentaire sur Bobby Clark que tu as côtoyé. Tu as répondu avant que je te pose la question. Aurais-tu un commentaire sur Fred Shero en terminant? Fred Shero faisait confiance à tous les joueurs. Chaque joueur avait sa responsabilité. On le savait, on savait exactement qu'est-ce que Fred attendait de nous. Chaque joueur j'ai jamais entendu de joueur critiquer Freddie, parce que Freddie, en début de saison, et même en milieu de saison, venait te voir, parlait pas longtemps, hein, c'était 2-3 minutes, mais il passait son message. Je m'attends à ça de toi. Alors, c'est pas compliqué. Quand l'instructeur est clair avec ses joueurs, tu peux pas avoir autrement que des résultats, parce que tu sais comme joueur qu'est-ce que ton instructeur s'attend de toi. Alors, est-ce que les instructeurs fonctionnent encore comme ça dans la Ligue nationale? J'en doute. Certains oui, mais d'autres, je me pose des questions, surtout quand on entend des commentaires venant de joueurs disant que le coach, l'instructeur, il n'a pas parlé depuis 2 mois. Ça va mal dans ça. Alors, tout est communication. Bon, ben Robert, merci de ces bons commentaires, toujours très intéressants. Je te souhaite une belle fin d'après-midi. Ben, pareillement, et puis bonne Saint-Valentin à toi et ta copine et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci Robert. Merci, au revoir. Maintenant, nous allons faire la récapitulation de la semaine du Canadien, puisque samedi en après-midi, on affrontait les Sénateurs à Ottawa. Pas facile, une victoire de 2-1, mais c'est le résultat qui compte. Avant le match, le Canadien qui était 1-16 en avantage numérique. L'importance, on l'a bien vu aussi, d'un deuxième gardien de but adéquat. Et c'est le cas avec Jake Allen. Ça a été toute une performance samedi après-midi. Et encore Josh Anderson qui prouve qu'il vaut son pesant d'or avec le but gagnant samedi justement contre Ottawa. Malheureusement, samedi contre Ottawa, ben, on a encore assisté à un coup salaud, cette fois du joueur des Sénateurs, Gun Branson, à l'endroit de Jake Evans. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est ça, c'est le NHL hockey. C'est dinosaurien, on n'avance pas, c'est le seul sport qui encore tolère les bagarres et les coups salauds. Je veux dire, c'est pas à l'honneur de la LNH. On dirait que le Canadien, quand il affronte des équipes un petit peu moins bonnes, manque de défis, de motivation. C'est ce qu'on a constaté contre Ottawa malgré cette victoire. Et pour vous dire comment le Canadien n'est pas pris au sérieux, dans le point de presse samedi, alors qu'on posait une question à Claude Julien, moi celle-là m'a fait bien rire. Après tant de coups salauds contre ton équipe, est-ce que tu es inquiet maintenant pour la sécurité de tes joueurs? C'est vraiment drôle, mais ça l'est oui et non. Parce qu'on peut se poser la question de voir le Canadien ainsi rudoyé plusieurs fois déjà cette saison. On a été chercher du bœuf, mais pourquoi? Certains posent la question, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, retour à Montréal lundi et mardi du Canadien. On prend les choses au sérieux maintenant dans l'entraînement. Ça a été 2 pratiques très intenses. Claude Julien qui a souligné à ses joueurs et en point de presse également, n'oubliez pas, si on ne travaille pas, le Canadien de Montréal ne représente qu'une équipe ordinaire. Moi, j'ai bien aimé ce commentaire-là parce que le travail dans le sport professionnel, avec une dose d'humilité, c'est la clé. Ça, c'est bien certain. Maintenant, la question d'actualité.
Carey Price ou Jake Allen? C'est le nouveau débat à Montréal. On aime bien ça à Montréal. C'est un vrai téléroman. Et comme avant, on parle encore beaucoup de Carey Price, mais cette fois, il est le sujet de la conversation pour tout à fait l'opposé. C'est pas pour la tenue de son jeu. C'est pas son brio. Maintenant, est-ce que Jake Allen représente la solution? Vous savez, certains aiment tellement Carey Price qu'ils souhaitent voir Jake Allen se faire traverser pour être sûr que Carey Price ne soit pas remplacé. Je pense que c'est une bonne réponse à la question parce qu'on n'aura jamais de réponse là-dessus. En étant le gardien le mieux payé de la Ligue nationale, c'est sûr qu'on va le mettre devant le filet. Maintenant, mercredi contre Toronto à Montréal, c'est Anderson qui bat Anderson, mais cette fois le gardien. On a joué pour le premier but du match. On a joué sans dentelle, on a été très prudent, mais peut-être un peu trop. Ça a été une défaite de 4-2 et on se retrouve à 5 points des Leafs. Je vais vous parler maintenant d'un joueur des Leafs qu'on n'a pas à Montréal. On n'a pas ce genre de joueur de concession. Mitch Marner, c'est justement le style de joueur concession. Il a cette étiquette, ça c'est bien certain. Beaucoup de talent quand on parle dans le langage du hockey de skills. On pense à sa rapidité. Les chiffres sont là, la production est là. Côté spectaculaire à souhait, on aime bien le voir jouer, mais le véritable avantage d'avoir un joueur comme ça dans son alignement, c'est un joueur complet. Il jouit de la confiance de son entraîneur et ça veut tout dire, puisque à toutes les sauces, il est utilisé. Les dernières minutes des périodes, spécialement les dernières minutes de match, il joue en avantage numérique, ça c'est bien certain, avec ses compagnons, les joueurs comme Tavares et Matthews, c'est bien certain qu'il joue. Il joue également en désavantage numérique. Il marque des buts importants. C'est l'exemple parfait du joueur moderne. Il représente l'archétype parfait du joueur de la LNH des années 2000. Donc, mercredi contre Toronto, on a remarqué que Brett Kulak en défensive et Alexander Romanov, c'est un rendement qui n'était pas très fort, plutôt en dents de scie. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce qu'on peut parler de petits bobos cachés? On va finir par le savoir. Qu'est-ce que vous voulez? Ça a été une défaite, il faut l'avaler, on va essayer de se reprendre. Donc, hier contre Edmonton, là, on a été un petit peu inquiet parce que, comme vous le savez, la liste des joueurs éligibles de la LNH concernant la COVID sort à 17 h. Et là, il y avait le joueur des Oilers, Jesse Puljujärvi, qui teste, semble-t-il, positif à la COVID. C'est le premier cas, par contre, dans la division canadienne. On s'en sauve. Avant le match, le Canadien avait déjà 3 défaites en temps régulier à domicile. Ça fait sourciller certaines personnes. C'est inquiétant. Donc, contre Edmonton, on n'a pas encore été l'agresseur. Ça devient un problème du côté du Canadien. Et du côté de Philippe Danault, justement, avant d'affronter les Oilers, ces 4 mises... il avait réussi contre Toronto 4 fois à gagner la mise en jeu sur 12. C'est pas fort. Et il avait 1 but en 23 matchs, 2 buts en 33 matchs. Ça commence à être lourd. Et une autre question qu'on commence à se poser aussi, pourquoi ne pas mettre Tyler Toffoli sur le premier trio? Je pense que dans le cas du Canadien, c'est encore la même chose. On commence fort et on crée des attentes. Mais c'est normal aussi que les gens soient impatients à Montréal parce que je vous rappelle qu'on n'a pas atteint la finale de la Coupe Stanley. On parle beaucoup de tradition à Montréal, mais ça fait presque 3 décennies depuis le championnat de 1993. On n'a pas été en finale encore, c'est 28 saisons. C'est beaucoup trop long. Et sur les tribunes téléphoniques, on voit un vent de mécontentement, de désenchantement de plus en plus. Est-ce que la balloune se dégonfle chez le Canadien de Montréal? Avant le match hier, Edmonton était une défaite seulement en 6 matchs. Et vous remarquerez que c'est déjà le quart de la saison qui a été disputée. Donc, les questions qu'on se pose, il faudra y trouver des solutions. Hier, ça a été carrément un match plate. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match contre les Oilers. On a été blanchis. 3-0. Si on limite Connor McDavid à seulement une passe, ben on peut dire que c'est quand même mission accomplie, mais le Canadien devra travailler plus fort avec plus de cohésion. Avant le match d'hier, ou plutôt ce matin, en regardant justement le classement des meilleurs marqueurs de la LNH, Connor McDavid avait 9 buts, 19 passes en 16 parties jouées. C'est presque le même rythme que de Wayne Gretzky avec 2 points par match. Maintenant, le problème du Canadien, on vient d'en parler avec notre ami Robert Sirois, notre collaborateur de choix. C'est un problème de production offensive. On savait bien que le Canadien ne marquerait pas 5-6 buts comme au début de saison à chaque match. Mais là, on se fait blanchir 2 fois plutôt qu'une en plus. Ça commence à ressembler au passé, ce qu'on a vu du Canadien de Montréal. On commence fort, puis après, on dirait qu'on se met sur le cruise control, si vous me permettez l'expression. Est-ce que c'est le temps de peser sur le bouton de panique? Peut-être pas,
mais moi, personnellement, je commence à trouver qu'il y a anguille sous roche. Il manque de cohésion au sein de cette équipe. Et peut-être qu'il y a une pression, justement, parce qu'on crée des attentes. Et du côté de Claude Julien, ben lui, son job, c'est simple, c'est de garder le club affamé et bien préparé. Je pense que le club est bien préparé, mais je commence à me demander si on est véritablement affamé. Il y aurait des solutions, il faudra les trouver assez vite. Il y aura plusieurs jours de congé cette semaine après ce match de samedi important contre Toronto. Là, on est sur une séquence de 3 défaites en 4 matchs. Demain, justement, contre Toronto, c'est important de reprendre du rythme et d'être l'agresseur. C'est un peu comme à la boxe. C'est très important d'être le premier sur le disque. Le Canadien qui fait face présentement à une première vague d'adversité. Sur papier, on a une très bonne équipe, mais c'est sur la glace que ça se passe. Et il faut dire aussi que les autres équipes commencent à voir le Canadien s'en venir avec leur offensive et s'ajustent, notamment en coupant le centre. Mais comme je vous le dis, quand on crée des attentes avec un bon début de saison, ça peut mettre une pression additionnelle, autant sur les vétérans que sur les jeunes joueurs. Et présentement, le Canadien à domicile, ça c'est inadmissible, c'est 3 victoires, 4 défaites. Le problème aussi du Canadien, je crois, présentement, c'est qu'on tente de développer 3 jeunes joueurs de centre simultanément. Et ça, c'est pas digne d'une équipe qui aspire au championnat, surtout pas à la position de centre. Suzuki, Keke et Jake Evans. Et le gros problème, on n'a toujours pas de véritable centre numéro 1, joueur de type concession. Tant que tu n'as pas ces gros joueurs-là, ce gros joueur-là, spécialement en attaque, oui, on a chez Weber et quand même Carey Price qui devrait se reprendre en main. Mais tant que tu n'as pas le joueur de concession en avant, ça va être très difficile de remporter un championnat. Maintenant, l'inquiétude numéro 1, en tout cas pour ma part, c'est que le Canadien était l'équipe la plus lente sur la patinoire lors des 4 derniers matchs. Et ça, c'est très inquiétant. Maintenant, on va parler football, probablement pour une dernière fois cette année. Vous avez tous assisté, quand je dis tous, je suis bien certain, tous assisté au match du Super Bowl de dimanche dernier. On a un régisseur qui vient de réussir une 3e passe en 4 essais, ça c'est bien. Le Super Bowl, le 55e de l'histoire qui était disputé à Tampa Bay au Ray James Stadium, nous a donné tout un spectacle. C'était vraiment un beau moment de voir une organisation négligée à souhait. Peut-être pas cette année, mais depuis des décennies, les Buccaneers, depuis toujours, ils sont presque unérisés, un peu comme les Lions de Détroit. Gagner le Super Bowl à domicile, c'était de toute beauté. On a vu cette année les Buccaneers, spécialement vers la mi-saison, comme on disait, comment on pourrait dire, ça commençait à rentrer dans la culture du football, c'est ce qu'on appelle le playbook. Les joueurs commencent à être plus familiers à ce qu'ils doivent faire, plus de cohésion à titre d'équipe. Et on a vu les Buccaneers tranquillement devenir vraiment meilleurs plus la saison avançait. Avant le match, moi ce que j'ai bien aimé, durant toute la semaine même, disons, on parlait de Patrick Mahomes. On faisait des comparaisons avec lui. On disait que dans 20 ans, on comparait sa carrière à celle de Tom Brady. Mais moi, ce que je réponds à ça, commence par en gagner un 2e avant de te comparer à celui qui en a 7. Parce qu'on a vu que les Chiefs avaient beaucoup de faiblesses. C'était un match à sens unique. Et dans un monde marqué par la pandémie présentement, il y a une seule chose qui demeure la même. C'est Tom Brady et son équipe qui remportent et qui se rendent au Super Bowl et qui remportent le Super Bowl. C'est une question d'engagement. Une autre victoire dans un match du Super Bowl qu'on attendait à sens unique. Pas besoin de revenir sur les chiffres. Ça a été tout simplement un match à sens unique, 31-9. Le 7e Super Bowl de Tom Brady. J'ai aimé aussi un commentaire de Rob Gronkowski de Gronk qui explique les succès de son équipe cette année. Il n'y avait aucun joueur égoïste dans le vestiaire. De toute façon, ce n'est pas permis. Je pense que ça vient dans un condensé donner l'esprit d'équipe qui animait justement les Buccaneers. Pour Brady, il a remporté son premier Super Bowl à l'âge de 24 ans, et puis là son 7e à 43 ans. Et cette année, c'est quelque chose. Avant de jouer à domicile son Super Bowl, il a gagné sur la route 3 fois. Il a battu, entre autres, Drew Brees, des grandes histoires, Aaron Rodgers et cette fois Patrick Mahomes. Donc, encore une fois, félicitations. C'est pas une question de chance, c'est la meilleure équipe qui a gagné, tout simplement. Un 5e titre MVP pour Tom Brady, dont 4 après l'âge de 35 ans. Comme je vous le dis, ça m'a bien fait rire de voir les comparaisons avec Patrick Mahomes, parce que pouce, mais pouce égal. Depuis le jour 1, depuis sa signature avec Tampa Bay, Tom Brady est au travail. Les lundis matins, dès 5 heures, il était 5 heures du matin, il était à étudier les matchs des années précédentes, mais surtout les matchs aussi durant la saison du week-end dernier. Il était là très tôt. Comme on dit, il s'améliore, il est comme le bon vin, il s'améliore en vieillissant. C'est une question de compétition
dit-il, en point de presse après le Super Bowl. Il n'a jamais pensé à Bill Belichick. Est-ce que c'est une vengeance ou quoi que ce soit? Et il a dit, et ça, je pense que c'est vraiment la vérité, ce sont les gens qui se font des débats, spécialement dans leur salon. Mais ça alimente les conversations. J'étais le premier à poser la question qui de Belichick et de Tom Brady avait le plus approuvé sans l'autre. Je pense que la réponse, nous l'avons maintenant. C'est 100% de sa motivation à Tom Brady, c'est son équipe. Et pour vous dire comment c'est un gagnant, lui, il ne prend pas, surtout qu'il est vieux, il ne prend pas les saisons une à la fois, lui, il prend les Super Bowl un à la fois. Il pourrait s'asseoir sur ses millions très facilement. Il aime jouer. Et moi, mon commentaire personnel, pour ceux qui critiquent un joueur qui encore à 43 et bientôt 44 ans joue, est-ce qu'on demanderait à un artiste peintre d'arrêter de travailler parce qu'il est trop vieux? Il est encore vraiment capable, Tom Brady. Un de ses commentaires aussi que j'ai bien aimé, c'est un de ses premiers commentaires. Il fait toujours référence à sa famille. Il est fier de ses coéquipiers. Ça, c'est un reflet de sa personnalité. Moi, personnellement, j'en ai eu une pensée pour Bill Belichick. Je me disais, surtout rendu à 31-9, que ses ailes de poulet devaient passer de travers. De Gronk, lui, il a parlé de l'influence positive de son grand ami de toujours, Tom Brady. On voit qu'il y a une vraie amitié entre deux hommes. Il est revenu au jeu, sorti de sa retraite, pour faire plaisir à Tom Brady et remporter un autre championnat. On a vu dimanche ici que Tampa Bay, la défensive, était très agressive, gonflée à bloc et en mission depuis le jour 1. Je peux vous dire que je ne suis pas certain qu'on va parler de Patrick Mahomes dans 20 ans, mais je suis certain qu'on va encore parler de Tom Brady dans 100 ans. Et un des points de motivation sur lesquels on a joué du côté des Buccaneers de Tampa Bay, c'est cette défaite lors de la semaine numéro 12 à domicile, soit à Tampa Bay, de 27-24 contre les Chiefs. Ils ont dû réétudier et réétudier le film de ce match. C'était une motivation additionnelle parce qu'il faut le dire, ce sont des professionnels et un vrai professionnel n'accepte pas la défaite. Un commentaire justement sur Tom Brady. On peut dire que ça va pas trop pire quand tu es marié avec Gisèle et que les discussions sur toi tournent autour du thème meilleur de tous les temps. Ça va pas trop mal. Maintenant, quelque chose qui, pour terminer, qui a fait parler beaucoup cette semaine, et les anti-Brady vont s'en servir pour salir, ternir son image, c'est son escapade en bateau. Il semblait avoir du plaisir, mais que voulez-vous? Et puis, je veux dire, c'est la célébration. On pourrait vous raconter des histoires sur d'autres sports professionnels, dont le hockey, où il y a vraiment des débordements lors des célébrations. Je veux dire, le gars est sur son bateau avec ses amis, et il semblait éméché. Tant mieux pour lui, parce que c'est probablement le plus grand gagnant de toute l'histoire, en tout cas de la NFL. Et en plus, il ne décroche jamais parce que de l'aveu, de son propre aveu et de celui de son épouse, c'est 365 jours par année ou à peu près. Je pense qu'il s'entraîne même à Noël. Donc, il a seulement montré qu'il était humain, ça n'a pas entaché du tout, selon mon point de vue et selon les connaisseurs de football, sa réputation. Et quand on parle de débordement, il y a toutes sortes de détails parfois pour les célébrations de championnat. Moi, je peux vous parler de Sean Podine, en référence avec son championnat avec l'Avalanche du Colorado en 2001. Il avait gardé son équipement pour se sentir encore dans les célébrations et dans le match durant plus de 24 heures. Il avait couché cette nuit-là. Sa femme avait trouvé ça un peu moins drôle, peut-être aussi avec les odeurs. Il avait couché avec son équipement qu'il avait gardé depuis plus de 24 heures. Pour conclure avec le football, je vous dirais, spécialement aux parieurs, que Tom Brady joue encore l'an prochain et qu'il pourrait en remporter un 8e. Il y a aussi quelqu'un qui était bien content de l'emporter finalement. Il a 68 ans. C'est Bruce Arians, l'entraîneur-chef des Buccaneers. Lui, il a dirigé, il a travaillé avec plusieurs grands quarts arrière des dernières années. Je vais vous en nommer quelques-uns. Ben Roethlisberger, un que j'apprécie beaucoup. Peyton Manning, Andrew Luck et cette fois Tom Brady. On peut dire qu'il a eu vraiment une belle carrière et s'est couronné peut-être aussi l'an prochain, d'un 2e d'affilée. On va y aller maintenant pour terminer avec certains potins, des petites informations. J'ai bien aimé cette semaine sur TSN Radio, 690 AM, Scotty Bowman qui était avec Mitch Melnick, qui répondait à toutes sortes de questions. Et il a dit que le patineur le plus rapide, le plus fluide qu'il a vu dans sa carrière, évidemment, c'est Bobby Orr. Plusieurs sont d'accord avec Scotty. Et c'est difficile de dire différemment qu'à le point de vue de Scotty Bowman, qui est probablement le plus grand entraîneur de l'histoire du hockey. Et il dit que le 2e, c'est Connor McDavid. Et il a eu une mention honorable pour Nathan McKinnon. Il a côtoyé Scotty Bowman de Marc Bergevin à Détroit et à Chicago. Il a dit qu'il était travaillant à souhait. C'est le genre d'homme qui amène sa boîte à lunch au bureau. Il est là pour
pour travailler, que Marc Bergevin était un homme très apprécié. Ce soir au Centre Bell, c'est le début de la saison du Rocket de Laval. Ça va nous donner plus de hockey en cette période de confinement. C'est tant mieux. Et on voudrait souhaiter ici bonne chance à Joël Bouchard, un entraîneur honnête, un entraîneur compétent, et au Rocket de Laval pour ce début de saison. Un autre commentaire cette semaine sur TSN Radio, c'est Ray Ferraro, qui a joué entre autres pour les Rangers, les Islanders et je crois aussi les Whalers d'Hartford, et qui parlait de Philippe Danault. Il dit « Si je suis Philippe Danault, je me demande si je vais me faire encore offrir et qu'est-ce que je dois faire pour encore avoir cette offre de 30 millions sur la table. Parce que là, ça sent pas bon. Ça ressemble un petit peu à un roman en feuilleton qui va mal se terminer parce qu'il cherche ses points de repère et on voit que Philippe Danault n'est plus le joueur qu'il était depuis 2 saisons. » Je vais vous parler maintenant de la ville de Tampa Bay où il fait bon vivre, spécialement si vous êtes un sportif et que vous aimez le sport professionnel. Le Lightning qui a remporté la Coupe Stanley, qui pourrait faire encore la même chose cette année. Les Rays, une autre équipe sans pression qui s'est rendue à la Série mondiale. Et cette fois, en plus de recevoir le Super Bowl à domicile, les Buccaneers qui l'emportent. Donc, c'est une destination de choix pour tous les sportifs. Je vais terminer sur 2 petites informations. Peut-être que notre société aura éventuellement, spécialement, une prise de conscience avec le confinement et la pandémie, parce que, comment je pourrais dire, il faudra revoir nos valeurs. Je regarde le contrat qu'on a donné au baseball à Trevor Bauer. En 2022, il fera 45 millions de dollars, et je pense que l'an dernier, à peine 15 départs, je n'ai pas les statistiques avec moi. C'est fou pour lancer une balle, et ça ne compte pas les contrats de publicité. Parfois, on va jusqu'à doubler son salaire. C'est pas vrai qu'un lanceur, spécialement lui, vaut 45 millions US, je vous rappelle, par année. Maintenant, je voudrais remercier les Alouettes. Moi, j'aime les voir faire le plein de joueurs québécois comme ils le font en vue de la prochaine saison. On va s'identifier encore plus à cette équipe. Bravo. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.